Il y a 15 000 euros de matos là, tu sais où tu peux te la mettre ta réduc? Ça, je t'avoue, c'est ce que j'ai souvent eu envie de répondre à certains potentiels clients. Quand tu prépares ton devis, que c'est carré, etc., et que quoi qu'il arrive, eh ben, il voudra jamais payer le prix que tu demandes. Franchement, ça rend fou, hein. Mais ça arrive tellement souvent que j'ai fini par me poser une question. Pourquoi les gens sont capables de payer des téléphones à plus de 1500 euros, de faire des restos à 100 euros par personne, mais me font chier pour avoir une réduction de 50 euros sur un devis qui est déjà pas très élevé? Pour illustrer, je me dis que c'est le même principe que quand t'es sur l'autoroute. Si t'es à gauche et que t'as un débile qui te pousse en mode appel de phare parce qu'il a envie de rouler à 180, c'est lui le problème. Mais si t'as 14 voitures derrière qui font la même chose, peut-être que le problème, c'est toi. Et ben aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer, de te faire comprendre, et je vais aussi te partager ma méthode pour proposer le vrai prix d'une vidéo, savoir aussi quand c'est rentable ou pas, et surtout pour que enfin on arrête de te dire que t'es trop cher. Bon, et comme dans un bon projet, il faut que ce soit carré et bien expliqué, cette vidéo, elle est sponsorisée par UPDF. D'abord, c'est quoi ce logiciel? Eh ben, c'est un éditeur de PDF qui va te permettre de modifier, compléter et d'ajouter des fonctions à ton fichier pour que ce soit plus pro et que ton client comprenne directement le projet. Typiquement, ça, c'est un dossier de projet que j'envoie à un client avec les contextes, les livrables, les plannings, le devis, etc. Et pendant longtemps, je faisais ça à l'ancienne. J'envoyais mon PDF par mail, j'avais des retours, je refaisais tout et c'était le bazar car c'était jamais assez visible. Pour le client, il fallait qu'il imprime, qu'il signe, qu'il rescanne, etc. Donc c'était un sacré bordel. Mais depuis quelques temps, j'ai pu tester UPDF. Pas comme un logiciel PDF en soi, mais comme un outil de validation client. Déjà, je crée tout sur le logiciel. En plus, je peux discuter avec l'IA intégrée pour éclaircir certains points. Par exemple, quand ton client t'envoie un brief méga long, surtout avec des mots qui sont pas toujours professionnels, et que tu as besoin de résumer pour éviter de perdre ton temps, et comme ça te permet d'aller à l'essentiel. Ça rend le tout beaucoup plus fluide et quand tu as des retours et des modifs à faire, tu peux ajuster directement un petit détail, le mettre en avant, etc. Et ça l'inclut dans le PDF sans tout réexporter avec plusieurs logiciels. Ça te fait gagner littéralement un temps fou. Et si au fil des modifications tu veux tout réorganiser, changer l'ordre des pages, en supprimer, dupliquer, etc. et encore une fois tu peux tout le faire dedans. Une fois que tout est ok, tu peux bien sûr insérer une zone pour signer directement pour ton client. Pas besoin de faire des impressions, pas de scan. Si ton projet il est validé ou non, ce qu'on retient c'est que c'est propre et carré. Tu peux bien sûr ajouter une protection par mot de passe, rajouter ton petit filigrane, comme ça tu peux être sûr que seulement les bonnes personnes peuvent y accéder. Honnêtement, pour un créateur, c'est exactement ce qu'on veut, aller droit au but. L'avantage c'est qu'il est dispo gratuitement pour tester, mais que tu peux aussi avoir la version complète pour environ un quart du prix de son concurrent principal. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos et l'offre exclusive UPDF en description, et nous, on continue la vidéo. Je pense que si ton métier c'est de faire des vidéos ou que tu envisages d'en faire ton activité, t'es comme moi un passionné de ce monde de l'image. Ce qui amène obligatoirement le fait qu'on a toujours envie de se donner à fond pour créer. On veut aussi toujours avoir les derniers trucs stylés parce qu'on veut tout tester pour toujours upgrade le niveau. Et résultat c'est que très rapidement t'as le prix d'une voiture dans ton bureau. Le problème quand on dépense énormément d'argent pour s'équiper, c'est qu'à un moment il faut rentabiliser tout ça. Ce qui amène forcément à la partie qui suit, c'est-à-dire il va falloir vendre des prestations. Alors après un peu de réflexion, on se dit je vais faire la liste de tout ce que j'utilise pour bosser et puis voilà, ça sera autant pour bosser avec moi. Et là je sais pas, ça peut faire 200, 300, 1000 euros la journée, ça c'est toi que ça regarde. Ensuite let's go, un peu de démarchage, on va sur les réseaux et on commence à envoyer des devis. Et là on se prend des suées parce que le prix il va jamais. On bosse toujours plus avec l'impression de gagner toujours moins. Rajoute à ça en plus les charges, les impôts, etc. Ça fait péter un plomb, littéralement. Mais alors, qu'est-ce qu'on rate? En fait, ça se passe par une question à remplacer. Au lieu de dire combien mon travail vaut, il faut plutôt se demander quelle est la vraie valeur de ce que je suis en train de créer. Parce que ça, c'est la clé. En fait, il faut toujours se dire que ce qu'on va faire comme vidéo, en général, ça a un but. Dans le cas d'une entreprise, c'est développer sa visibilité, montrer sa qualité. Si tu fais, je sais pas moi, des mariages, c'est revivre l'émotion et ce moment dans le futur. Si c'est du sport, c'est montrer la performance des équipes, les meilleurs moments, peut-être mettre en avant l'organisation de la compétition. Il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est la motivation qui va faire que ton client va faire
faire appel à toi. Parce que le principe il est simple, c'est que quand tu dépenses de l'argent dans un projet, bah t'es quand même très rarement dans le je donne mon argent parce que c'est cool. Non, tu veux un résultat à la fin. Et donc qu'est-ce que ça peut être ce résultat? Et bah ça peut être des nouveaux clients, des sponsors, une augmentation de la valeur relative de l'entreprise. Et dans le cas d'une vidéo personnelle, bah c'est des émotions. Maintenant qu'on a pris conscience de ça, la prochaine partie c'est ce qui amène ton client à débuter cette collaboration. C'est combien il est prêt à dépenser pour obtenir le résultat qu'on a dit plus haut. Et c'est dans cette partie où commercialement on arrive vite à un souci. Parce que si le coût de création il est supérieur à la valeur des résultats espérés, eh ben c'est que son investissement il est pas bon. Regarde, si je te dis de placer 20 000 euros sur un compte et que dans 10 ans tu récupéreras 20 100 euros. À un livret A quoi. On est d'accord que tu vas pas y aller. Bah là c'est pareil. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut quand même toujours l'avoir en tête. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin de vidéos. Non mais c'est vrai, sans déconner, il y en a partout. Entre la télé, le web, les réseaux sociaux, le cinéma, etc., la demande elle a explosé. Mais avec cette demande exponentielle, il y a aussi une chose qui arrive, c'est que la valeur ressentie des vidéos, elle diminue énormément. Et ça c'est obligatoire parce que ça vient de notre surconsommation de vidéos. Si tu réfléchis 2 secondes, combien on scrolle de réels, de shorts, de vidéos YouTube et de films par jour? Et ben dis-toi que ton client c'est pareil. Et la réalité c'est que des vidéos de qualité bien réalisées etc, et ben perso j'en vois tous les jours. Mais est-ce que pour autant ça fait que j'achète tous les produits qui sont bien mis en avant? Non, loin de là. Et pour faire un cas pratique, je vais te montrer le cas d'un tournage de contenu court comme des réels pour Instagram, TikTok, etc. Ton client s'il a un petit peu fait ses devoirs, il sait que la durée de vie d'une vidéo de ce type, bah, c'est relativement court. Et surtout comme tu es au service de l'algorithme, tu as aussi un risque de ratage qui est quand t'as pas une grosse communauté assez élevée. Et si ça arrive, eh ben ton client il sera 100% en perte. Et la question que je te pose maintenant, c'est que s'il est conscient de ce risque, est-ce que tu penses qu'il va être prêt à mettre 2000 ou 3000 euros pour le tournage et le montage de ses contenus? Attention, je dis pas que ça les vaut pas en temps de travail, en stratégie, etc. Je parle juste de la valeur finale du produit et du potentiel retour sur investissement. Et donc forcément, si cette valeur, elle n'est pas en face de la bonne case, et ben ton client, il voudra jamais payer ton bon prix, même si la presta, elle est au-dessus de ses attentes. Et là, c'est pas genre, ouais, c'est un radin, etc. Non, c'est une simple question de business. Et toute cette réflexion, ça va t'amener devant un problème souvent bien relou, qui est de choisir entre te faire quand même un petit peu de sous en baissant tes tarifs, mais être frustré de bosser plus que t'es payé, ou alors refuser, et donc bah, il y a 0 € qui rentre, ce qui est aussi bien chiant. Et bien souvent, on va choisir de baisser nos prix, parce qu'au final, le temps, c'est une valeur qu'on n'arrive pas souvent à monnayer, et quitte à faire ça ou à rester dans son canapé, au moins faire rentrer un petit peu de thunes. Mais du coup, qui a tort? Est-ce que c'est le client qui veut pas payer, ou nous avec notre caméra de folie, notre setup, nos lampes, etc. Et moi je pars du principe que si quelqu'un ne comprend pas la valeur de quelque chose, c'est que soit j'ai pas compris ce qu'il voulait, soit que je l'ai pas assez écouté. Et là, je sais que certains vont tiquer, c'est normal. Moi aussi, quand j'ai dû accepter que j'avais pas le bon objet pour regarder la réalité, j'ai préféré dire que c'était la faute des autres, et en plus ça permet de faire des reels pour faire quelques vues sur Insta. Mais la réalité c'est que non, là c'est ton ego qui parle, et c'est pas ton ami dans ces cas-là. Je sais que c'est frustrant de se dire qu'on surfacture, mais c'est parce qu'en fait, on facture pas intelligemment. Oui, il y a une grosse différence entre ces deux termes. Mais aussi en réfléchissant comme ça te donne aussi la possibilité d'avoir le contrôle sur ce que tu fais. Parce que si tu pars sur le principe que le monde il est méchant, que personne ne veut que tu réussisses, etc. Et en fait tu te dis que quoi que tu fasses, t'y peux rien. Et avec ce mindset, t'iras juste pas bien loin dans l'entrepreneuriat. C'est cash, mais c'est comme ça en fait. C'est bien de vouloir vivre de sa passion, mais ça reste un business avant tout. Pour expliquer un peu plus, je vais te donner un exemple. Imagine, je kiffe les voitures. Ouais, comme par hasard. Bon, c'est le cas, donc c'est pratique. Mais là, je craque totalement et je me prends une Porsche GT3 RS en frais de société. Au-delà d'un calcul comptable plus que douteux, quand je fais les comptes, je me dis qu'il va falloir trouver une solution pour que je la garde cette caisse, entre tous les frais que ça va m'amener. Et pourquoi je m'embête? La solution elle est simple. Je vais augmenter x3 mes prix. Parce que oui, au fond, c'est stylé d'arriver sur tes prestats avec une Porsche. Mais par contre, je suis presque sûr qu'en fait, la réalité, c'est que mon client, il en a rien à foutre de ma façon de gérer mes comptes. Lui, si j'arrive en Clio 2 du moment que je bosse et que le résultat, il est là à la fin, il est content. Parce que la finalité, c'est pas ma caisse, c'est son projet à lui, pas mon kiff. Et c'est pas normal que je lui fasse payer mes excès. Et en extrapolant, est-ce que tu penses que c'est logique pour lui que tu ramènes une RAID pour filmer des shorts alors que certains ils vont tourner juste avec un iPhone et qui font peut-être 10 fois plus de vues que toi? Voilà.
C'est ça la réalité. Et donc le prix de ton matos, le volume de ton setup, etc., en fait, on s'en fout, vraiment. Et encore plus si tu penses que c'est indispensable. Ou plutôt que tu veux faire comme si ça l'était. Parce que si tu prends un peu de recul sur quand même pas mal de projets, tu peux t'en passer, mais tu le fais pas parce que t'as pas envie d'avoir 30 configs. Non, moi par exemple, ma FX6, elle est overkill pour 80% de tout ce que je fais. Mais je la kiffe ma caméra. Pourtant, est-ce que c'est à mon client de supporter le fait que j'ai dû investir dans cette caméra pour faire des plus grosses prods à côté? Eh ben non. Mais du coup, c'est quoi la solution? On y arrive. T'inquiète pas. Parce qu'avant même de passer à l'étape de faire son devis, il faut déjà prendre un petit peu de recul et se dire que la vidéo, en plus d'un résultat final, si on veut s'éloigner d'une simple vente de service, c'est une aventure qu'on va vivre. Parce que la création, c'est une suite d'émotions, de réflexions et de travail pour débarrer d'une idée à un résultat qui peut satisfaire la personne qui te l'a demandé. Et c'est ça qui nous amène au vrai pivot qui peut tout changer dans la façon de voir le business. Là, on va aborder une clé ultra importante. Est-ce que tu sais pourquoi les gens deviennent fidèles à quelqu'un? Et ça, même si c'est pas le meilleur, le moins cher, etc. C'est parce qu'on va amener ce qu'on appelle l'expérience client au centre de tout. D'ailleurs, si tu veux que j'en parle dans une vidéo en étant un petit peu plus précis, comment je gère mes tournages, etc. et l'expérience que je donne, n'hésite pas à le dire en commentaire. Bref, je m'explique. Si tu dois faire la vidange de ta voiture, on est d'accord que la seule chose que tu veux, c'est que ce soit fait et bien. Et entre deux garages, si tu es sûr d'avoir la même qualité, basiquement, tu iras chez le moins cher. Sauf si tu aimes dépenser plus d'argent. Mais maintenant, si par exemple, un des deux garages t'offre gratuitement la location d'une voiture pour que tu n'aies pas à attendre sur place. Ou alors, je sais pas moi, que tu aies accès à une pièce calme, chauffée, avec le wifi, un café à volonté. Et ben, il y a peut-être de grandes chances que la prochaine fois, quand tu reviendras, et ben, tu iras chez lui et que tu accepteras même de payer un peu plus cher pour obtenir ce confort. Et ben, ça, c'est une expérience client. C'est ce que beaucoup ne voient pas ou ne mettent pas du tout en avant. Alors que pourtant, c'est essentiel. Si on revient un petit peu en arrière, quand tu as commencé à faire des vidéos, normalement, tu es dans le même cas que moi. C'est-à-dire que ce que tu sortais au début, c'était objectivement pas terrible quoi. Et pourtant, moi j'avais plein de gens qui me disaient que c'est super bien ce que tu fais, tu te débrouilles, etc. D'accord, peut-être qu'il y avait une part qui était juste là pour me faire plaisir et me motiver. Mais la réalité, c'est qu'il y avait quand même une part de vrai dans ce qu'ils disaient. Sinon, t'as vraiment beaucoup de faux culs dans ton entourage. Mais alors, pourquoi un truc qui est naze à tes yeux, les gens trouvent que c'est cool? Et ben en fait c'est parce qu'ils n'ont pas les références que toi tu as, ils n'ont pas ton niveau, et pour eux c'est vraiment bien, c'est pas parfait mais ça fait le taf et c'est le début de quelque chose. Et ben aujourd'hui en tant que professionnel, pour ton client c'est exactement le même délire. Tu peux lui parler de format 4:2 10 bits, de RAW, d'optique anamorphique, de color grading, de slow motion, etc. Il y a 90% de chances que sa réaction ce soit ça. Bah ouais, parce qu'en fait c'est pas son boulot, lui il veut sa vidéo et c'est tout. Et la probabilité que tu proposes un résultat supérieur à ses attentes, je te promets qu'elle est grande. Pour la plupart des clients, les problèmes dans une production, c'est rarement la lumière elle est pas belle, ou c'est pas assez précis au niveau de l'objectif, etc. Non, qu'est-ce qu'on te demande comme retour? La musique, l'animation de logo et probablement le délai si t'es en retard. Le reste, c'est bonus. J'ai jamais personne qui m'a critiqué parce que j'avais pas tourné en 10 bits et qu'il y avait un petit peu de banding dans le ciel. Ils s'en foutent. Quand ils font appel à toi, c'est acquis dans le package pour eux. Si tu coches leurs exigences, c'est réussi. Et franchement, c'est rarement aussi compliqué qu'on le pense. Mais justement, là où c'est important, c'est que selon les besoins des projets, tu vas pouvoir proposer autre chose qu'une simple technique de prise de vue à ton client. Et ça va se passer en plusieurs étapes. Déjà en amont, lors de la prise de contact. Tu vas échanger avec lui, amène tes idées, montre-lui que tu es proactif, et même s'il ne signe pas, tu t'en fous. En fait, t'as été cool avec lui, vous avez échangé, et peut-être qu'il reviendra plus tard, ou alors qu'il parlera de toi autour de lui si quelqu'un a un besoin de vidéo, ou même qu'il reviendra si à un moment il a le bon budget. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, t'es coincé avec lui à la vidéo ou en téléphone, profites-en, tu vois, échangez, et vous pourrez apprendre tous les deux quelque chose l'un de l'autre. Ensuite, il faut écouter, vraiment, voilà, et vraiment essaye de te plonger dans ce qu'il a envie, et propose-lui des options selon son budget et ses contraintes. Ça, on y reviendra plus tard. Mais le but, c'est que en proposant
ces options, tu montreras que son projet, il est faisable, mais surtout que toi, tu sais t'adapter. Tu peux aussi également lui proposer d'inclure, si tu es compétent dans ce domaine bien sûr, et si tu en sens le besoin, un module où tu lui parles de la stratégie de sa vidéo, comment on organise le tournage, si selon toi l'axe il est bon, etc. Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux ajouter à ta prestation. Troisième point, essaye de voir vraiment ses motivations. Et je m'explique, là le but c'est pas de savoir s'il a vraiment envie de faire ses vidéos, non, parce que sinon il t'appellerait pas, il perdrait pas du temps. Mais qu'est-ce qu'il attend lui de cette création? Est-ce qu'il veut juste d'irréel sur Insta parce que faut le faire pour être présent sur les réseaux? Bon dans ce cas-là, tu sais que tu vas juste avoir un job de technicien et il n'y a pas grand-chose qui va sortir autrement de là, quoi. Parce qu'en vrai, il s'en fout, c'est juste une obligation. Donc là, on est dans le cas de la vidange de voiture, rappelle-toi ce que j'ai dit. Et puis à l'opposé, tu peux trouver des clients qui veulent vivre à leur échelle l'expérience cinéma. Ça marche pareil pour les shootings photos, hein. C'est leur moyen de vivre 24 heures dans la vie d'un mannequin, d'accord? Et ici c'est pareil, mais version tournage de cinéma. Et c'est à ce genre de client là qui, en plus de la vidéo finale, ce qu'il faut délivrer, c'est un peu une immersion. Donc ouais, concrètement, ça va être le moment de sortir ta Medbox, tes projos, etc. Parce que tu veux lui donner un vrai souvenir trop cool, et ce sera possiblement le seul moment où ton matos il sera important dans ta presta. Mais ça, c'est quand tu échanges avec lui qu'il faut arriver à le détecter. Moi je te promets, j'ai quelques clients comme ça qui vraiment font appel à moi donc pour le résultat, mais qui veulent que je vienne overkill, et ils payent plus cher parce qu'ils veulent voir une grue sur le plateau. Voilà, ok, on y va les gars. Et tu peux faire bien sûr continuer cette expérience dans la suite en donnant plus de suivi dans le montage, etc. Ou tu peux lui faire partager beaucoup plus que d'habitude parce qu'il aime bien voir l'envers du décor, quoi. Tu vois, ça c'est une expérience complète que tu peux fournir, et tu l'as peut-être remarqué, on a quasiment pas parlé de ce que tu vas rendre à la fin comme résultat. Et c'est normal en fait. C'est parce que si ils ont décidé de t'appeler, en fait, ils partent du principe que tu es compétent. T'appelles pas un maçon pour faire de la plomberie. Là pareil, si ils te font confiance et qu'ils savent que tu es capable de donner le résultat qu'ils ont envie. Et c'est avec ces éléments que vraiment tu vas pouvoir créer un devis cohérent avec la demande de ton client, mais surtout de pas avoir de soucis de différence de valeur ressentie là-dedans. Et justement, on y arrive. Déjà, va falloir faire un bilan, parce que vraiment, un devis, c'est pas juste 1500 € pour la vidéo. Non, voilà, tu te rends bien compte que ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on doit monétiser dans un projet? Le temps de travail, forcément, l'usure et l'usage du matériel, le déplacement, les frais, etc. Et aussi, le plus important pour moi dans tout ça, ton expertise. Il faut aussi parler un peu de logique d'entreprise. Déjà, c'est quoi ta structure? Si tu es en auto-entreprise, tu sais qu'en gros, ce que tu vas gagner, on va te prélever un quart environ en charge. Si tu es en SARL, URL, etc., c'est un petit peu différent parce que tu es prélevé sur ce que tu prends comme salaire. Là, je simplifie parce qu'il y a plein d'autres trucs à payer, mais tu as compris l'idée. Mais si on prend au plus simple avec un auto-entrepreneur, si tu factures 200 €, tu sais que tu auras 150 € dans ta poche. Et ça, faut l'avoir en tête pour pas avoir de surprise et pas de travailler à perte, quoi. Et la clé, ça va être donc de faire un devis qui correspond aux besoins de ton client, mais qui est aussi rentable pour toi. Et déjà, faut définir rentable. C'est-à-dire qu'en bossant, tu ne perds pas d'argent. Mais surtout, c'est que ce que tu gagnes n'est pas inférieur à ce que tu aurais pu faire à la place. Un exemple. Si tu signes un projet qui te fait gagner 5000 € en un mois, là, de prime abord, tu te dis, trop cool, je vais faire un putain de mois. Oui, c'est vrai. Mais si ce projet, il t'empêche de faire de la com, de promouvoir ton activité, et qu'à cause de lui, tu perds potentiellement 10 000 € d'autres prestats. Ce projet à 5 000 €, il était pas rentable. Oui. Faut accepter que parfois certaines choses ne seront juste pas possibles en fonction des contraintes que tu as dans ta vie, dans ton entreprise, etc. Alors maintenant que ça s'est posé, moi je vais donner ma méthode que j'utilise pour faire mes devis. Après tu es libre de l'adapter, mais moi je fonctionne toujours comme ça. Déjà, faut être organisé. En premier, je segmente tout mon projet sur le devis, c'est-à-dire la préparation ou pré-production, le tournage et la post-production. Donc dans la préparation, tu vas mettre dedans le temps que tu vas prendre pour parler avec ton client de son projet, mais aussi tout le temps que tu mets toi pour préparer ton tournage, les échanges, etc. Parfois, c'est quasiment rien. Mais d'autres, ça peut être des jours entiers, si tu dois écrire des scénars, etc. Donc imaginons ici un petit projet, allez, une demi-journée. Ensuite, il y a le tournage. Alors là, encore une fois, on va prendre un truc simple, t'es tout seul et c'est un tournage d'1 jour. Donc qu'est-ce qu'on compte? Une journée de boulot, tes frais de déplacement, la nourriture, etc. et le matos.
Ensuite on arrive à la post-prod, donc forcément la durée du montage, le nombre de retours qu'on fait, les livrables, donc les formats que tu vas donner, imaginons paysage, vertical, carré, etc. Et quel est le délai que tu t'engages à donner pour avoir fini le travail. Là concrètement avec ça, tu as la base de ton devis. Maintenant, la question c'est comment tu prices ça correctement. Et la question la plus importante c'est à combien tu es content de bosser. Et nuance, pas genre tu gagnes au loto parce que tu as trouvé un pigeon qui aligne les zéros et toi t'es content. Non. À combien tu te dis c'est cool, j'ai travaillé pour un bon prix. Et ça c'est personnel. En exemple, moi quand j'ai débuté, je l'ai déjà avoué, j'ai fait des journées à 200 € par jour et j'étais content. Aujourd'hui, relou, sincèrement chiant quoi, et ça serait vraiment pas rentable. Donc là c'est vraiment à toi de voir, aussi par rapport à où tu habites, etc. Parce que à Paris c'est pas pareil que si tu vis comme moi à Montpellier. Il existe aussi des grilles de salaire que tu peux trouver un petit peu partout. J'avoue que je suis pas spécialement fan car c'est parfois compliqué de s'ajuster, et en vrai, encore une fois, c'est personnel et évolutif selon les moments de ta carrière. J'estime que ta journée de travail ne vaut pas le même prix quand tu débutes que quand ça fait 10 ans que tu fais ça. Voilà, après chacun voit comme il veut, faites ce que vous voulez. Et donc une fois que j'ai fait ce point, comment je fais pour être au plus juste? Imaginons, je coupe la poire en deux, je bosse pour 400 € de salaire, c'est-à-dire mon temps de travail juste. La pré-prod, une demi-journée, ça fait 200 €. Ensuite, il y a le tournage, donc là c'est une journée, 400 €, mais il y a aussi les frais. Alors qu'est-ce que j'ajoute dedans? L'essence, le péage, le repas, s'il y a de l'hôtel, etc. Moi ça en vrai, je suis totalement honnête avec toi, je fais des frais réels approximatifs. Je commence pas à faire des calculs, tu sais, avec les 0,60 centimes du kilomètre, etc., avec les chevaux de la voiture, non, je fais des frais réels. Tout simplement. Mais maintenant on arrive sur le nerf de la guerre, donc le matériel. En fait ma technique, moi, c'est que je me base sur le minimum dont j'ai besoin pour réaliser ce projet, mais pas forcément ce que j'ai en possession. Par exemple ici, donc on a dit petit projet, on va faire des contenus courts, etc. Je pars du principe que je veux quand même un meilleur résultat qu'un iPhone, parce que moi je trouve que c'est pas spécialement pratique de filmer avec ça, c'est chiant en post-production, donc bref, je me dis pourquoi pas un A7 IV, A7 V, ou éventuellement comme j'avais avant un A7 R3. D'accord? C'est amplement suffisant pour ce genre de contenu. Et là, je commence à faire la liste de tout ce que j'ai besoin pour utiliser. Donc, tu vois, l'appareil, les objets, etc. Et je vais aller sur un site où je vais voir combien ça me coûterait si je louais tout ce matos. Et là par exemple chez mon loueur habituel, je remarque que je peux avoir un A7 R4 pour 31 € par jour, un 24-70 pour 29 €, etc. Imaginons, je cumule tout, ça fait 150 € en tout pour tourner. Et bien c'est le prix que je vais facturer le matos pour mon client. Mais pourtant le jour J, je vais ramener ma FX6 et tout mon bordel. Oui, ça vaut plus cher, mais c'est overkill. Et comme je te l'ai dit au début, il serait totalement en droit de me dire, moi je m'en fous de ta FX6, ta caméra Netflix machin là, loue un A7 R4. Moi je veux pas de ta qualité 422 10 bits pour des reels, etc. Ouais, et il a raison. Et de cette manière, il va payer pour ce dont il a besoin, pas ce qui te fait kiffer d'utiliser. Ensuite on arrive à la post-production, donc montage, etc. Et là c'est pareil, imaginons c'est rapide, c'est des shorts, etc. Allez, une journée de montage, on reprend 400 €. Si on fait le calcul, 200 € de pré-prod, 400 de tournage, 150 € de matos, allez, 50 € de frais de déplacement parce que t'es dans ta zone, etc. Et le total c'est 1200 € pour le projet. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce projet au complet, il va peut-être pas forcément te prendre 2,5 jours côte à côte, tu vois. Il va peut-être s'étaler sur une semaine ou deux, tu sais, le temps que tu fais les montages, que tu ajustes, les retours, etc. Et donc possiblement t'empêcher aussi de faire d'autres tournages, surtout si ton client, il a une deadline serrée. Et donc c'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les options pour négocier ton tarif et éviter la frustration. La frustration, elle vient d'un truc simple, c'est ne pas avoir l'impression de travailler pour la bonne valeur. Et bien moi, pour ça, j'ai une solution, c'est que je donne des choix. Et c'est pour ça que je parle d'expérience client. Tu peux faire des réductions de coûts, mais c'est pas le même travail que tu vas fournir. C'est-à-dire que ça va pas être je vais avoir la même chose pour moins cher, ça va être tu peux payer moins cher, mais tu vas toi aussi devoir sacrifier des choses. Par exemple, si ton client il veut que tu sois un technicien basique, d'accord, genre on fait des reels, t'as le plan, il a fait sur ChatGPT, là tu tournes, tu montes et c'est fini. Et la pré-prod, elle va être quasi inexistante. Donc c'est vrai, on peut enlever peut-être la demi-journée, mais il va devoir te fournir le plan et la liste de tout ce que vous allez faire. Bon, en vrai, la pré-prod, il y en a toujours un petit peu, mais quand c'est dérisoire, que c'est 1 heure ou 2, tu vois, moi perso je le facture pas quoi. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu te prépares un petit peu pour savoir avec quoi tu arrives sur le tournage quoi. Mais voilà, tu peux baisser
laisser la pré-prod en échange que ton client travaille plus sur cette partie. Pendant le tournage, tu peux proposer du matos supérieur. Tu sais, le mode immersion cinéma que je te parlais. Et donc là, tu peux ramener, je sais pas moi, des stabs, des grues, des gros objets, voilà. Et ça, c'est l'expérience en plus que tu peux offrir. Pour le montage, tu peux proposer une version express. C'est-à-dire que tu vas par exemple faire payer 30% de plus, mais tu t'engages à finir en 4 jours. J'en sais rien, ouais, je propose. Et donc en fait, ces options elles vont te permettre de faire soit baisser les prix, mais donc aussi de te libérer de certaines étapes vu que ton client il veut pas les payer, ce qui rendra ton projet plus léger, ou alors augmenter les prix si ton client a un besoin ou des envies supérieures. Petite astuce, après un certain temps, normalement ton matos il est plus ou moins rentabilisé. Et c'est en fait sur ce montant dans mon devis que je fais la plupart du temps une petite ristourne. En gros, j'offre une partie de l'usage matos. Pourquoi je fais ça ? Eh bien, parce que de cette manière, je fais déjà un pas vers la négociation. Et mon client, il a déjà un cadeau sans le demander. Et donc, quand il voit mon devis, eh ben, il va hésiter un petit peu plus à vouloir faire baisser les prix. Simplement parce que sans rien demander, tu as déjà fait un effort pour lui. Et franchement, voilà moi comment je m'y prends pour éviter de bosser ou de râler en mode « Ouah, c'est des radins, ils veulent jamais payer, etc. » Il faut aussi accepter que parfois, on veut simplement pas de certains clients. Moi, aujourd'hui, les projets à 300 €, etc., je fais plus. Parce qu'en fait, ça me prend beaucoup trop d'énergie pour ce que ça me rapporte. Mais il y a quelques années, en fait, j'avais besoin de cet argent, donc je le faisais, et en vrai, il n'y a pas de honte. Si vous voulez le faire et que vous êtes rentable là-dedans, et ben en fait, arrêtez de vous comparer en disant oui, mais lui, il casse les prix, etc. Vous vous en foutez. Moi, j'ai besoin d'argent, je fais de l'argent, et encore une fois, je vais pas faire plaisir à mon concurrent et tout. Rien à foutre. On est tous à des moments différents de nos vies, de nos carrières, et au final, le but c'est d'évoluer. Et si à un moment ça veut dire accepter des tarifs bas pour payer son loyer à la fin du mois, fais-le quoi, tout simplement. Moi j'ai vraiment aucune honte là-dedans, et franchement je me suis toujours battu royalement les balls de ce que les gens pouvaient dire sur les tarifs. Après, encore une fois, je n'ai pas la science infuse et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis juste là pour partager ce qui m'a fait évoluer au fur et à mesure de ces années et qui fait que 12 ans plus tard, je suis encore en train de bosser dans ma boîte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et que la prochaine fois que vous ferez un devis, vous penserez à tout ce que je vous ai dit. Bien sûr, si vous avez des questions, il y a les coms. Si vous voulez en apprendre plus sur le matériel vidéo, ne pas vous tromper quand vous achetez, etc., vous pouvez cliquer sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous voulez aider la chaîne et que je puisse proposer plus de contenu, il y a les petits tips, voilà, lâchez-vous. Merci encore à UPDF pour avoir sponsorisé la vidéo et retrouvez tous les liens du matos, etc. en description. Allez, ciao ciao.